Donc là, je suis créé ma nouvelle composition. Donc là, je vais me créer mon calque de texte. Donc j'imagine que vous savez déjà que si je fais un double clic sur mon calque de texte, automatiquement, il va me le créer au centre de ma composition. Donc moi, je pars sur le mot Motion Design. Pourquoi le mot Motion Design? Parce qu'il y a un O, et vu qu'on va animer un rond, du coup, en termes de transition, ça me paraît plus logique, tout simplement. Donc suite à ça, je vais choisir une typo qui me semble assez épaisse, donc accident de grotesque. Donc je pense pas qu'on a forcément les mêmes typos sur les mêmes machines. Mais voilà, donc l'idée c'est de quand même trouver une typo avec une petite graisse. Je pense que la Helvetica, tout le monde doit l'avoir sur sa machine. Et ensuite, avec du coup la fenêtre alignée, je vais m'assurer que du coup, mon texte est bien centré verticalement dans ma composition. J'imagine que pour certains, vous connaissez déjà un peu les options de chemin, comme animer des caractères. Pour d'autres, on va les découvrir ensemble. Donc maintenant, on va venir ouvrir ces attributs et ces options. Donc là, une fois que j'ai mon calque de texte, j'ouvre les options. Et là, j'ai un petit texte qui s'appelle animer, avec une petite flèche. En cliquant dessus, on va pouvoir du coup choisir quelles sont les propriétés que l'on veut animer sur notre calque de texte. Donc que ce soit bien la position, l'échelle, l'inclinaison, rotation, la couleur, couleur de fond, ainsi de suite. Nous, on va venir se concentrer sur la position. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a affiché une nouvelle fenêtre avec de nouveaux attributs. Enfin, un nouvel onglet, pardon. Donc on voit bien animation 1, sélecteur de plage, position. Ok. Alors du coup, donc là par exemple, donc on va voir le sélecteur de plage et on va voir la position. Donc ça c'est la position qui va être additionnée sur chacun de nos caractères ou chacun de nos mots. Et après dans le sélecteur de plage, donc je sais pas si vous avez tous utilisé l'effet trait ou réduire les tracés. Bah, globalement, non, bah, on le verra, donc c'est la même logique, c'est-à-dire que du coup le début de mon mot, donc avant la lettre M correspond à 0%, la fin de mon mot, après la lettre N correspond à 100%. Et donc du coup tu vois qu'il y a une barre qui est avec une petite flèche, et cette barre justement on peut venir la déplacer et sélectionner les caractères au fur et à mesure qu'on se déplace et leur impacter ces nouveaux paramètres. Ici, en l'occurrence, une nouvelle position. Et du coup, venir l'animer. Donc là, pour l'utiliser, donc là, moi, par exemple, je veux que mon texte, il vienne d'en bas et qu'il monte caractère par caractère. Donc je vais aller dans la position. Donc vous connaissez, on a toujours deux valeurs sur les positions pour X et Y quand on travaille en 2D. Donc nous, vu qu'on veut qu'on descende, ça va être le deuxième chiffre, Y. Et comme ça, je lui mets du coup une valeur, allez, à 200. Non, 150. Allez. Et si je mets play, il ne se passe strictement rien. C'est normal, c'est parce qu'on doit justement animer le sélecteur de plage. Donc là, vous avez le petit onglet avec la petite flèche sélecteur de plage. On va venir l'ouvrir. Et on va retrouver du coup des options de début, de fin et de décalage. Donc juste avant de mettre des images clés, je vous invite tout le temps, quand vous découvrez un nouvel effet, un nouvel objet, etc., à jouer avec les valeurs pour voir qu'est-ce que ça fait, comment ça impacte ma scène et le comportement. Donc là, vous voyez rapidement, si je prends le début et que je le slide, vous voyez que ça anime mes caractères lettre par lettre. Donc c'est-à-dire que vous voyez, donc là, le début correspond à cette barre qui est juste avant mon M, donc qui est à 0. Donc là, on va mettre des images clés. Donc nous, on veut forcément que ça anime de la gauche vers la droite, donc on va venir animer le début. Donc là, je me mets par exemple à 1 seconde. Je mets une image clé à 0%, j'avance à 2 secondes et je mets une image clé sur le début à 100%. Et donc là, du coup, voilà, on a une première animation d'un texte qui vient se placer. Donc là, immédiatement, pour m'éviter de venir redéplacer mon curseur de temps, le raccourci, c'est B et N pour définir une zone de sélection. Donc la zone de travail, vous voyez, c'est ce curseur bleu, là, on est tous d'accord. Quand je mets play, il va prévisualiser jusqu'au bout. Et si je ne veux pas qu'à chaque fois que je mets play, qu'il aille jusqu'au bout, bah, je peux très bien venir prendre cette petite poignée-là et la réduire jusqu'ici. Et comme ça, justement, à chaque fois, il va venir boucler dans cette zone de travail. Donc les raccourcis, c'est B pour déplacer le début et N pour ramener la fin. C'est-à-dire, donc là, à chaque fois, vous voyez que devant animation, on a ajouté. Et donc là, je peux venir rajouter une nouvelle propriété. Donc là, à des fins d'exemple, on va venir par exemple rajouter l'opacité. Et vous voyez que du coup, opacité, c'est venu s'additionner en dessous de position. Et donc là, du coup, nous, on veut que à sa valeur initiale, il soit à 0% pour que notre texte soit invisible au début. Et là, normalement, automatiquement, il devrait s'assurer de faire la transition de 0 à 100% et également additionner cette nouvelle position de 150 px qui a été rajoutée sur chacun des caractères. Donc là, petite parenthèse. Là, actuellement, on n'a qu'un mot, donc c'est pas forcément très pertinent, mais dans le cas où vous avez un paragraphe, un calque de texte, quelque chose de beaucoup plus long en termes de quantité de caractères, animé par exemple 200 caractères lettre par lettre, ça peut très vite être long.
Voilà. Donc après, vous avez les options dans Avancer. Et là, vous pouvez choisir d'animer par caractère, par mot ou par ligne. Donc là, si je mets par mot, par exemple, bah, du coup, on aura... Non, vu que c'est qu'un seul mot, je n'ai pas mis d'espace. Et si je mets un espace, admettons ici, là, on va voir Motion et Design qui apparaissent l'un par l'autre. Et si j'avais plusieurs lignes, bah, j'aurais les lignes qui seraient apparues une par une. Voilà, donc ça, c'est quelque chose... Voilà, donc c'est pas forcément caractère par caractère, ça peut être également des blocs de mots. Donc là, je le remets en caractère, parce que vu qu'on a immédiatement le bon réflexe, j'imagine que vous savez, c'est de lisser les images clés. Mais ça, on va le faire après, parce que justement, on va venir rajouter d'autres animations par-dessus. Pourquoi? Parce que si on regarde le texte de référence, alors, c'est très léger sur les premières lettres, mais on voit qu'il y a un petit rebond quand le M il apparaît, qui monte et qui redescend justement. On n'a pas juste quelque chose de très linéaire en son arrivée. Et donc du coup, on va voir que si on rajoute autant d'animations qu'on veut, on peut venir rajouter des nouvelles valeurs qui vont venir s'additionner les unes sur les autres. Donc, par exemple, donc là on a vu comment, donc là on a rajouté une première animation, on a vu comment rajouter une nouvelle valeur. Donc là maintenant, moi je veux rajouter une nouvelle animation. Donc on revient sur la petite flèche animée qui est tout en haut du calque et on choisit la valeur qu'on veut animer. Donc là ça va être encore la position, mais cette fois-ci, au lieu d'additionner 150, on va venir soustraire par exemple 20 ou 40 pixels pour que le texte y monte et qu'il descende. On va voir ça de suite. Sur animer, position. Donc là, vous voyez, il m'a rajouté animation 2. Donc c'est bien deux animations bien distinctes avec deux sélecteurs de plage distincts. Donc là, en l'occurrence, je vais aller à la fin de mon animation pour voir ce que je fais parce que forcément, au début, mon texte, il est invisible. Et là, en l'occurrence, on va venir lui soustraire, par exemple, moins 50. Donc là, vous voyez, on est d'accord que si je descends... Donc, alors... Automatiquement, on est d'accord que notre composition, elle fait 1920 par 1080. D'accord? Si vous allez dans la fenêtre info, on est d'accord que quand vous déplacez votre curseur, on retrouve justement ces positions sur X et Y. Donc pourquoi en fait les valeurs à chaque fois de position sont à 0? Parce que chaque fois elles sont auto-normées par rapport à la position de notre calque. Voilà, c'est juste ça. Parce que des fois on peut faire des liens de parenté, ça additionne des valeurs, etc. Ou moins 50 peut-être, c'est un peu plus impactant. Et on va venir rajouter maintenant du coup de nouvelles images clés sur le sélecteur de plage. Donc également, deux options. Hein. Je peux très bien ouvrir le sélecteur de plage, remettre des images clés de début et de fin, ou je peux très bien du coup appuyer sur U pour afficher mes images clés, cliquer mon sélecteur de plage qui existe déjà, dessus faire un commande C, et aller dans mon animation 2, sélecteur de plage, début, et là-dessus faire un commande V. Ça m'évite de venir re-rentrer mes images clés. Donc là, forcément, vous voyez mes images clés. Donc là, on a la première animation de début ici, qui fait en sorte que le texte monte et anime son opacité. Et enfin, ici, on a notre deuxième animation qui fait que le texte descend. Donc vous en doutez, la suite, c'est simplement de venir chevaucher ces deux jeux d'images clés, justement, pour créer un effet de décalage et d'ondulation. Ah, ok, très bien. Donc en fait, on est d'accord que tu as créé une première animation pour que ça monte. Ouais, donc après, simplement, j'ai créé une deuxième animation pour que ça descende. Ouais. Donc du coup, je suis tout en haut, j'ai cliqué sur Animer, Position. Ça m'a rajouté un nouvel onglet Animation 2. Ouais, ça oui, oui. Et après, donc là, automatiquement, tu vas retrouver une nouvelle position qui va être à 0. Ouais. D'accord? Donc là, je l'ai mis à moins 50 sur Y pour que le texte monte. Et après, j'ai simplement remis des images clés sur le sélecteur de plage de l'animation 2 sur le début, qu'il aille de 0 à 100%. Donc là, pour les autres, je vous invite simplement à prendre les deuxièmes images clés et venir les superposer. Et vous voyez que tout de suite, on a un peu cet effet d'ondulation qui commence à apparaître. Donc là, vous voyez que tout de suite, on a quelque chose qui est beaucoup plus vivant qu'un simple déplacement linéaire. Je ne comprends pas pourquoi ça marche pas pour moi. On est trop dessus. Hein. Donc pour ceux qui ont déjà avancé, est-ce que vous connaissez tous l'éditeur de courbe? Super. Donc là, je vous invite à venir sélectionner vos images clés. On va venir rentrer hop là, à l'intérieur. Et on va venir lisser nos images clés. Donc là, je sélectionne mes images clés. Je mets un lissage de vitesse en entrée et en sortie. Donc après, à vous de trouver aussi également la bonne cadence en termes de chevauchement de vos images clés. Et pensez du coup à chaque fois à bien tirer un tout petit peu les poignets quand même pour donner quelque chose de... Donc avec Shift et Commande, on garde l'homothéité de notre forme.
Donc là, je vais lui enlever son contour. Bah non, pardon, je garde son contour, excusez-moi. Et donc là, je vais commencer peut-être à tout mettre en noir, peut-être. Voilà. Donc il y a un petit raccourci qui est très rapide. Donc si vous allez dans calque, géométrie, vous avez ici, là, centrer le point d'ancrage dans le contenu du calque. Du coup, ça permet de replacer de manière dynamique le point d'ancrage. Voilà. Donc après, si vous connaissez, donc là, alors, petite parenthèse. Donc géométrie, centrer le point du calque. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à vous mettre en raccourci. D'accord? Donc le raccourci de base, il n'est pas clair, parce que c'est la touche origine sur un clavier, c'est le page up. Quand vous êtes sur un autre keyboard, donc là en l'occurrence, moi sur mon Macintosh, je n'ai pas cette touche, qui n'existe pas, tout simplement. Donc je vous invite régulièrement, s'il y a un raccourci qui vous plaît, allez du coup dans édition, raccourci clavier. Là vous avez une barre de recherche, et vous pouvez facilement chercher du coup, donc là je vais écrire centrer le point d'ancrage. Donc là vous voyez que je l'ai ici. Et moi je me suis, vous voyez, j'ai réattribué mes propres raccourcis pour gagner du temps avec mon clavier et mon espace de travail. Donc ça, c'est quelque chose que vous devrez prendre le réflexe de faire. Parce que ce raccourci, il est très pratique. Donc après, je pense que vous avez déjà vu tous sont les plugins justement pour replacer les points d'ancrage aussi pour gagner du temps, quelque chose qui existe aussi. Donc là, une fois que j'ai mon calque de forme, je vais le renommer rond. Je vais venir du coup réajuster sa taille. Donc là, alors moi, je suis très raccourci. L'idée, c'est que ça aille vite. On est d'accord que pour chercher la taille de mon rectangle, je dois aller ouvrir rectangle, tracer rectangulaire, et là j'ai la taille. D'accord? Mais je peux très bien cliquer sur mon calque, faire commande F, automatiquement j'arrive dans la barre de recherche, et là j'écris taille, vu que je suis en français, et automatiquement il m'affiche le paramètre qui m'intéresse. Une fois que j'ai ma taille, du coup, je vais venir réduire sa taille jusqu'à qu'il fasse à peu près la taille de mon O, parce qu'entre guillemets c'est la lettre qu'on veut remplacer. Donc là, je vais venir me placer dessus. Et pensez à peut-être donc qu'à côté de contour, vous avez l'épaisseur ici. Et maintenant, tout ce qui manque simplement, c'est de rajouter l'arrondi. Donc pour ça, même logique, on est d'accord que dans le tracé rectangulaire, j'ai taille, position, arrondi. Donc là, pareil, je peux également faire commande F, arrondi. Comme ça, j'ai la ligne directement qui est sélectionnée. Et donc là, je vais venir mettre l'arrondi au maximum jusqu'à récupérer un rond. Et ensuite, c'est ce rond-là qu'on va venir animer du coup du bas de la composition, de l'extérieur, créer une courbe et venir se placer au niveau du haut. Donc là maintenant, l'étape suivante, c'est du coup d'animer le texte. Donc là, en l'occurrence, en termes de timing, on va venir réajuster après les calques voilà, au bon moment. Là, on s'assure que simplement tout soit plus ou moins aligné et le bon comportement. Donc là maintenant, moi, je vais animer mon rond. Donc on est d'accord. Donc vous allez tous bien penser à replacer le point d'ancrage du rond en son centre. Pour ça, je le rappelle, du coup, ça va être calque, géométrie, centrer le point d'ancrage dans le contenu du calque. Une fois que ça c'est fait, du coup, nous sommes d'accord que là, la position actuelle du rond, c'est sa position d'arrivée, c'est son état final. Donc on va venir immédiatement enregistrer sa position. Donc là, j'appuie sur le raccourci, c'est P, pour afficher les options de position. Donc je sélectionne mon calque rond, j'appuie sur P pour afficher la position, et je clique sur l'image clé. Le raccourci, ça va être Option Shift P, et c'est le raccourci pour créer une image clé de manière automatique. Donc là, si je mets P, c'est la position, si je mets Option Shift S, c'est l'échelle, Option Shift T, transparence, et ainsi de suite. Donc là, il m'a créé mon image clé. Ensuite, je vais repasser au début de mon animation. Donc là, je me mets à 0 secondes et replacer du coup le... Donc là, je vais ajuster. Et je vais placer le rond à l'extérieur de ma composition. Donc là, actuellement, voilà. C'est toujours important d'avoir une bonne logique avec ces images clés, d'en mettre le moins possible quand on anime un calque ou un élément. Donc là, en l'occurrence, j'ai deux images clés, départ, arrivée. Et enfin, avec l'outil conversion de sommet, je vais venir pouvoir éditer justement le tracé que suit notre rond. Donc pour ça, on est d'accord que quand vous sélectionnez votre calque, vous voyez du coup son état de départ et état d'arrivée, enfin sa position de départ et position d'arrivée, pardon. Donc là, je vous invite à prendre l'outil conversion de sommet. Et donc là, comme n'importe quelle courbe Bézier, on peut prendre les points et les éditer.
Donc là, je vais venir, en éditant mes points, créer du coup cette courbe qui rebondit. Tac, comme ça. Alors, comme ça. Tac. Donc là, simplement, voilà, donc j'ai sélectionné la position de mon calque, outil, conversion de sommet, et je suis venu éditer la courbe de mon calque. Donc l'intérêt de passer par de telles méthodes, c'est que notre premier réflexe, c'était de mettre une image clé en bas, une en haut et une position finale. On a eu 3 images clés. Là, on n'en a que 2, donc même en termes de lissage, c'est beaucoup plus lisible. Et c'est toujours important justement de bien comprendre cette idée de qu'on peut éditer les courbes justement pour contrôler et limiter le nombre d'images clés qu'on utilise. Du coup, est-ce que tout le monde connaissait bien cette logique justement de pouvoir éditer avec l'outil plume, le tracé? Donc là, peut-être, moi, en termes d'animation et de timing, c'est beaucoup trop long. Donc j'ai fait en sorte que l'animation dure à peu près 1 seconde. Donc ça, également, je vous invite à trouver le timing qui vous correspond, en fonction des contraintes de votre projet et de votre animation. Là, je m'assure en mettant play que tout, plus ou moins, fonctionne. Donc après, je peux déjà, si je veux, commencer à timer l'apparition des 2 hauts. Donc là, je vois que le haut, il apparaît ici, comme ça. Donc lui, on va venir là. Donc là, simplement, j'ai déplacé mon calque de texte pour venir aligner l'apparition de mes 2 éléments. Donc là, attendez, hop là, hop, BN, tac. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être de venir animer la taille du rond pour qu'il s'étire au début. Donc là, pour mieux se rendre compte de son comportement, on peut déjà lisser les images clés de position du rond pour se rendre compte à quel moment il va vite, à quel moment il ralentit. Donc je sélectionne mes 2 images clés de position sur mon calque rond. Je vais dans l'éditeur de graphique. Je leur applique un lissage de vitesse. Et on va venir lisser la fin déjà. Peut-être le début un peu plus speed. Donc là, vous voyez très rapidement déjà, on voit l'importance d'un bon lissage de vitesse. Parce que 2 lissages de vitesse vont tout le temps donner 2 atmosphères différentes. Donc là, on voit bien qu'au début, j'ai un lissage très doux parce que je veux que mon rond entre vite dans le champ et qu'après il ralentisse avant de venir se poser sur le haut. Mais vous pouvez également très bien faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il rentre lentement et il accélère pour venir se poser un peu comme une météorite avec son impact. Tout dépend aussi du style et du caractère que vous voulez donner. Donc là, moi je trouve que c'est peut-être un peu lent à la fin. Un peu brutal là. Dans tous les cas, également, n'oubliez pas, hein, on peut toujours revenir dessus pour réajouter ces images clés. Donc comme je l'ai précisé, l'étape suivante, ensuite, ça va être de venir contenu rectangle, donc de venir animer la taille. Donc j'aurais très bien pu faire commande F taille pour arriver directement dans les onglets. Donc là, maintenant, après, c'est à vous de comprendre votre animation, de savoir à quel moment votre forme va s'étirer. Donc là, on est d'accord qu'au début, ici, elle prend de la vitesse vraiment ici, là, avant d'atteindre l'apex, et ici de ralentir un peu. Donc là, on est d'accord, ici, on a un rond. Il va commencer à s'étirer, retrouver sa taille d'origine quand il va arriver au sommet de sa position, parce qu'il ralentit.
Et là, il va réaccélérer un peu avant de venir s'arrêter. Donc pour ça, on va mettre des images clés sur la taille. Donc on est d'accord que quand on augmente la taille avec le lien de propriété, bah forcément, on a tout le rond qui grandit. Si j'enlève la petite chaîne, et que vous voyez que j'augmente la taille, donc là en l'occurrence sur Y, vous voyez qu'on a cet effet de smear, du coup cette forme qui va venir s'étirer au fur et à mesure qu'elle prend de la vitesse. Donc là, au début, on a un rond, du coup je verrouille la taille, j'avance un peu, j'augmente sur Y, comme cela, et là du coup, il récupère sa taille d'origine. Mais vous voyez que techniquement, ça ne marche pas très bien. Parce qu'on a oublié justement un paramètre. C'est-à-dire, on aimerait que du coup notre forme soit orientée sur le chemin. D'accord? Donc c'est-à-dire, je m'explique là, on est d'accord que notre forme, elle reste tout le temps dans le même axe, c'est-à-dire, elle regarde vers le haut, elle monte, elle descend. Mais on aimerait que quand elle arrive dans le virage, que plutôt de devoir configurer nous-mêmes des images clés de rotation, ce qui peut être vite contraignant, qu'on aura un tracé plus complexe, on a une option qui permet d'orienter automatiquement une forme sur son tracé. Donc pour ça, vous sélectionnez votre calque rond, vous allez dans Calque, Géométrie, Orientation automatique. Donc Calque, Géométrie, Orientation automatique. Et vous allez venir cocher Orienter sur le chemin. On valide. Et donc là, vous remettez play. Et vous voyez que maintenant, ma forme, automatiquement, prend la direction. Donc là, c'est juste en l'occurrence mes images clés qui ne sont pas bonnes. Voilà, c'est pour vous provoquer l'erreur, entre guillemets. Donc forcément, là, maintenant, au lieu de mettre des images clés sur X, on va les mettre sur Y. Parce que du coup, on ne veut pas qu'ils s'étirent sur les côtés, mais on veut qu'ils s'étirent en hauteur. Donc là, je peux me remettre au début de mes images clés. On va venir les supprimer, celles qu'on a mis sur la taille. Et cette fois-ci, du coup, on va venir animer le premier chiffre. Donc, X. Vous voyez que tout de suite, on a quelque chose de beaucoup plus logique en termes d'animation. Du coup, cette forme qui s'étire. Donc là, peut-être, je peux faire en sorte qu'elle s'étire encore un peu plus. Hein. Donc, tac. Donc là, il monte. Ici, il arrive à son apex. Il retrouve sa taille d'origine, comme ça. J'ai raté une étape là. Ouais. J'ai pas la forme quand elle est tirée qui suit le tracé de la courbe. Enfin, Elle reste fixe, tout Ouais. dans le même axe et tout. Ouais. Donc pour ça, tu sélectionnes ton calque. Ouais. Tu vas dans Calque, Géométrie, Orientation automatique. Ok. Et là, tu cliques sur Orienter sur le chemin. Ok. Voilà. Donc, tu risques de devoir rajouter des images clés par contre. Parce que l'orientation qu'il a automatiquement avec des images clés, des fois, ne sont pas forcément dans le même Ok, axe. ok. Donc là, on a utilisé une méthode. Et il faut savoir que dans After Effects, il n'y a jamais qu'une seule logique. Donc on ne peut pas vous la montrer parce qu'elle est un peu chiante. Et il faut savoir qu'on peut très bien simplement... Donc là, ça aurait très bien pu être un tracé en forme pleine sur lequel j'ai un deuxième tracé avec une épaisseur plus fine qui est en cache du premier tracé pour avoir ce contour. Donc là, actuellement, on est d'accord qu'on a une animation qui est, voilà, qui commence à prendre vie, si je peux me permettre. Ouais. Maintenant, l'étape suivante, c'est de gérer cette logique de transition entre nos deux calques. Donc pour ça, on va avoir deux calques de texte. Donc là, juste mon calque de texte, je vais juste venir le caractère, le mettre en noir. Donc enfin, en noir, en rouge, tout dépend simplement si que vos deux calques aient une couleur similaire, tout simplement. Donc on est d'accord que là, si jamais, pour ceux qui ne savent pas, la petite touche ici, là, à côté du petit éclair en bas, c'est pour activer, désactiver le damier de transparence.
Donc là, la première étape, ça va être de venir séparer notre calque en deux calques. Donc le calque Motion Design, c'est-à-dire qu'on aura une version avec un O et une version sans O. Et c'est justement, c'est à ce moment-là qu'on va venir faire le cut pour afficher. Donc ça va être la version sans O. Et au moment où on aura un cut pour afficher la version avec le O, tout simplement. Donc là, pour comment enlever ce... Donc là, on est d'accord. Donc là, l'objectif maintenant, c'est de faire en sorte que ce O disparaisse. Donc je ne vais pas aller dans mon calque de texte, effacer mon calque et mettre un espace. Parce qu'un espace et un caractère n'ont pas forcément la même largeur. Donc pour ça, je vais passer en mode isolation. Donc on est d'accord que juste avant mon œil, j'ai une petite colonne à cocher qui va venir isoler mon calque. Donc là, je vais voir que mon calque Motion Design. Je vais me placer à la fin de mon animation et je vais venir tracer un masque autour de ma lettre O. Donc, vous voyez, j'ai juste un masque qui contient ma lettre O. Donc prenez en considération le rebond et sa position d'apparition, parce que forcément, il n'a pas une position statique. Comme il arrive d'en bas, c'est pour ça que mon calque est en temps en hauteur, parce que forcément, il y a toute la transition du fondu qui est juste en bas du calque. Donc là, je suis créé ma nouvelle composition. Donc là, je vais me créer mon calque de texte. Donc j'imagine que vous savez déjà que si je fais un double clic sur mon calque de texte, automatiquement, il va me le créer au centre de ma composition. Donc moi, je pars sur le mot Motion Design. Pourquoi le mot Motion Design? Parce qu'il y a un O, et vu qu'on va animer un rond, du coup, en termes de transition, ça me paraît plus logique, tout simplement. Donc suite à ça, je vais choisir une typo qui me semble assez épaisse, donc accident grotesque. Donc je pense pas qu'on a forcément les mêmes typos sur les mêmes machines. Mais voilà, donc l'idée c'est de quand même trouver une typo avec une petite graisse. Je pense que la Helvetica, tout le monde doit l'avoir sur sa machine. Et ensuite, avec du coup la fenêtre alignée, je vais m'assurer que du coup, mon texte est bien centré verticalement dans ma composition. J'imagine que pour certains, vous connaissez déjà un peu les options de schéma, comme animer des caractères. Pour d'autres, on va les découvrir ensemble. Donc maintenant, on va venir ouvrir ces attributs et ces options. Donc là, une fois que j'ai mon calque de texte, j'ouvre les options. Et là, j'ai un petit texte qui s'appelle animer, avec une petite flèche. En cliquant dessus, on va pouvoir du coup choisir quelles sont les propriétés que l'on veut animer sur notre calque de texte. Donc que ce soit bien la position, l'échelle, l'inclinaison, rotation, la couleur, couleur de fond, ainsi de suite. Nous, on va venir se concentrer sur la position. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a affiché une nouvelle fenêtre avec de nouveaux attributs. Enfin, un nouvel onglet, pardon. Donc on voit bien animation 1, sélecteur de plage, position. Ok. Alors du coup, donc là par exemple, donc on va voir le sélecteur de plage et on va voir la position. Donc ça c'est la position qui va être additionnée sur chacun de nos caractères ou chacun de nos mots. Et après dans le sélecteur de plage, donc je ne sais pas si vous avez tous utilisé l'effet trait ou réduire les tracés. Bah, globalement, non, bah, on le verra, donc c'est la même logique, c'est-à-dire que du coup le début de mon mot, donc avant la lettre M correspond à 0%, la fin de mon mot, après la lettre N correspond à 100%. Et donc du coup, tu vois qu'il y a une barre qui est avec une petite flèche. Et cette barre, justement, on peut venir la déplacer et sélectionner les caractères au fur et à mesure qu'on se déplace et leur impacter ces nouveaux paramètres. Ici, en l'occurrence, une nouvelle position. Et du coup, venir l'animer. Donc là, pour l'utiliser, donc là, moi, par exemple, je veux que mon texte, il vienne d'en bas et qu'il monte caractère par caractère. Donc je vais aller dans la position. Donc vous connaissez, on a toujours deux valeurs sur les positions pour X et Y quand on travaille en 2D. Donc nous, vu qu'on veut qu'on descende, ça va être le deuxième chiffre, Y. Et comme ça, je lui mets du coup une valeur allez, à 200, non 150. Allez. Et si je mets play, il ne se passe strictement rien. C'est normal, c'est parce qu'on doit justement animer le sélecteur de plage. Donc là, vous avez le petit onglet avec la petite flèche sélecteur de plage. On va venir l'ouvrir. Et on va retrouver du coup des options de début, de fin et de décalage. Donc, juste avant de mettre des images clés, je vous invite tout le temps, quand vous découvrez un nouvel effet, un nouvel objet, etc., à jouer avec les valeurs pour voir qu'est-ce que ça fait, comment ça impacte ma scène et le comportement. Donc là, vous voyez rapidement, si je prends le début et que je le slide, vous voyez que ça anime mes caractères lettre par lettre. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, donc là, le début correspond à cette barre qui est juste avant mon M, donc qui est à 0. Donc là, on va mettre des images clés. Donc nous, on veut forcément que ça anime de la gauche vers la droite, donc on va venir animer le début. Donc là, je me mets par exemple à 1 seconde. Je mets une image clé à 0%, j'avance à 2 secondes et je mets une image clé sur le début à 100%. Et donc là, du coup, voilà, on a une première animation d'un texte
qui vient se placer. Donc là, immédiatement, pour m'éviter de venir redéplacer mon curseur de temps, le raccourci, c'est B et N pour définir une zone de sélection. Donc la zone de travail, c'est, vous voyez, c'est ce curseur bleu, là, on est tous d'accord. Quand je mets play, il va prévisualiser jusqu'au bout. Et si je ne veux pas qu'à chaque fois que je mets play, qu'il aille jusqu'au bout, bah, je peux très bien venir prendre cette petite poignée-là et la réduire jusqu'ici. Et comme ça, justement, à chaque fois, il va venir boucler dans cette zone de travail. Donc les raccourcis, c'est B pour déplacer le début et N pour amener la fin. C'est-à-dire, donc là, à chaque fois, vous voyez que devant animation, on a ajouté. Et donc là, je peux venir rajouter une nouvelle propriété. Donc là, à des fins d'exemple, on va venir par exemple rajouter l'opacité. Et vous voyez que du coup, opacité, c'est venu s'additionner en dessous de position. Et donc là, du coup, nous, on veut que à sa valeur initiale, il soit à 0% pour que notre texte soit invisible au début. Et là, normalement, automatiquement, il devrait s'assurer de faire la transition de 0 à 100% et également additionner cette nouvelle position de 150 px qui a été rajoutée sur chacun des caractères. Donc là, petite parenthèse. Là, actuellement, on n'a qu'un mot, donc c'est pas forcément très pertinent, mais dans le cas où vous ayez un paragraphe, un calque de texte, quelque chose de beaucoup plus long en termes de quantité de caractères, animé par exemple 200 caractères lettre par lettre, ça peut très vite être long. Voilà. Donc après, vous avez les options dans Avancer, et là, vous pouvez choisir d'animer par caractère, par mot ou par ligne. Donc là, si je mets par mot, par exemple, bah, du coup, on aura, non, vu que c'est qu'un seul mot, je n'ai pas mis d'espace. Mais si je mets un espace, admettons ici, là, on va voir motion et design qui apparaissent l'un par l'autre. Et si j'avais plusieurs lignes, bah, j'aurais les lignes qui seraient apparues une par une. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, voilà, donc bah, c'est pas forcément caractère par caractère, ça peut être également des blocs de mots. Donc là, je le remets en caractère, parce que vu qu'on a que immédiatement, le bon réflexe, j'imagine que vous savez, ça va être de lisser les images clés. Mais ça, on va le faire après, parce que justement, on va venir rajouter d'autres animations par-dessus. Pourquoi? Parce que si on regarde le texte de référence, alors, donc c'est très léger sur les premières lettres, mais on voit qu'il y a un petit rebond quand le M il apparaît, qui monte et qui redescend justement. On n'a pas juste quelque chose de très linéaire en son arrivée. Et donc du coup, on va voir que si on rajoute autant d'animations qu'on veut, on peut venir rajouter des nouvelles valeurs qui vont venir s'additionner les unes sur les autres. Donc par exemple, donc là on a vu comment, donc là on a rajouté une première animation, on a vu comment rajouter une nouvelle valeur. Donc là maintenant, moi je veux rajouter une nouvelle animation. Donc on revient sur la petite flèche animée qui est tout en haut du calque et on choisit la valeur qu'on veut animer. Donc là ça va être encore la position, mais cette fois-ci, au lieu d'additionner 150, on va venir soustraire par exemple 20 ou 40 pixels pour que le texte y monte et qu'il descende. On va voir ça de suite. Sur animer, position. Donc là vous voyez, il m'a rajouté animation 2. Donc c'est bien deux animations bien distinctes avec deux sélecteurs de plage distincts. Donc là, en l'occurrence, je vais aller à la fin de mon animation pour voir ce que je fais, parce que forcément, au début, mon texte, il est invisible. Et là, en l'occurrence, on va venir lui soustraire, par exemple, moins 50. Donc là, vous voyez, on est d'accord que si je descends... Donc, alors, automatiquement, on est d'accord que notre composition, elle fait 1920 par 1080. D'accord? Si vous allez dans la fenêtre info, on est d'accord que quand vous déplacez votre curseur, on retrouve justement ces positions sur X et Y. Donc pourquoi en fait les valeurs à chaque fois de position sont à 0? Parce que chaque fois elles sont auto-normées par rapport à la position de notre calque. Voilà, c'est juste ça. Parce que des fois on peut faire des liens de parenté, ça additionne des valeurs, etc. Ou moins 50 peut-être, c'est un peu plus impactant. Et on va venir rajouter maintenant du coup de nouvelles images clés sur le sélecteur de plage. Donc également deux options, hein. Je peux très bien ouvrir le sélecteur de plage, remettre des images clés de début et de fin, ou je peux très bien du coup appuyer sur U pour afficher mes images clés, cliquer mon sélecteur de plage qui existe déjà, dessus faire un commande C, et aller dans mon animation 2, sélecteur de plage, début, et là-dessus faire un commande V. Ça m'évite de venir re-rentrer mes images clés. Donc là forcément, vous voyez mes images clés, donc là on a la première animation de début ici, qui fait en sorte que le texte monte et anime son opacité. Et enfin ici, on a notre deuxième animation qui fait que le texte descend. Donc vous en doutez, la suite, c'est simplement de venir chevaucher ces deux jeux d'images clés justement pour créer un effet de décalage et d'ondulation.
Ah, ok, très bien. Donc en fait, on est d'accord que tu as créé une première animation pour que ça monte. Ouais. Donc après, simplement, j'ai créé une deuxième animation pour que ça descend. Ouais. Donc du coup, je fais tout en haut, j'ai cliqué sur animer, position. Ça m'a rajouté un nouvel onglet animation 2. Ouais, ça, oui, oui, oui. Et après, donc là, automatiquement, tu vas retrouver une nouvelle position qui va être à 0. Ouais. D'accord? Donc là, je l'ai mis à moins 50 sur Y pour que le texte monte. Et après, j'ai simplement remis des images clés sur le sélecteur de plage de l'animation 2 sur le début qui aille de 0 à 100%. Donc là, pour les autres, je vous invite simplement à prendre les deuxièmes images clés et venir les superposer. Et vous voyez que tout de suite, on a un peu cet effet d'ondulation qui commence à apparaître. Donc là, vous voyez que tout de suite, on a quelque chose qui est beaucoup plus vivant qu'un simple déplacement linéaire. Je comprends pas pourquoi ça marche pas pour moi. On est trop dessus, hein. Donc pour ceux qui ont déjà avancé coupe, est-ce que vous connaissez tous l'éditeur de courbe? Super. Donc là, je vous invite à venir sélectionner vos images clés. On va venir rentrer hop là, à l'intérieur. Et on va venir lisser nos images clés. Donc là, je sélectionne mes images clés. Je mets un lissage de vitesse en entrée et en sortie. Donc après, à vous de trouver aussi également la bonne cadence en termes de chevauchement de vos images clés. Et pensez du coup à chaque fois à bien tirer un tout petit peu les poignets quand même pour donner quelque chose de... Donc avec Shift et Commande, on garde l'homothéité de notre forme. Donc là, je vais lui enlever son contour. Je garde son contour, excusez-moi. Et donc là, je vais commencer peut-être à tout mettre en noir, peut-être. Voilà. Donc il y a un petit raccourci qui est très rapide. Donc si vous allez dans Calque, Géométrie, vous avez ici, là, centrer le point d'ancrage dans le contenu du calque. Parce que du coup, ça permet de replacer de manière dynamique le point d'ancrage. Voilà. Donc après, si vous connaissez... donc là... Alors... Petite parenthèse. Donc géométrie, centrer le point du calque. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à vous mettre en raccourci. D'accord? Donc le raccourci de base, il n'est pas clair, parce que c'est la touche origine sur un clavier, c'est le page up. Quand vous êtes sur un autre keyboard, donc là en l'occurrence, moi sur mon Macintosh, j'ai pas cette touche, qui n'existe pas, tout simplement. Donc je vous invite régulièrement, s'il y a un raccourci qui vous plaît, à aller du coup dans Édition, raccourci clavier. Là vous avez une barre de recherche, et vous pouvez facilement chercher du coup, donc là je vais écrire centrer le point d'ancrage. Donc là vous voyez que je l'ai ici. Et moi vous voyez, j'ai réattribué mes propres raccourcis pour gagner du temps avec mon clavier et mon espace de travail. Donc ça c'est quelque chose que vous devrez prendre le réflexe de faire. Que ce raccourci, il est très pratique. Donc après, je pense, vous avez déjà vu, tous sont les plugins justement pour replacer les points d'ancrage aussi, pour gagner du temps, quelque chose qui existe aussi. Donc là, une fois que j'ai mon calque de forme, je vais le renommer rond. Je vais venir du coup réajuster sa taille. Donc là, alors moi, je suis très raccourci. L'idée, c'est que ça aille vite. On est d'accord que pour chercher la taille de mon rectangle, je dois aller ouvrir rectangle, tracer rectangulaire, et là, j'ai la taille. D'accord? Mais je peux très bien cliquer sur mon calque, faire commande F. Automatiquement, j'arrive dans la barre de recherche. Et là, j'écris taille, vu que je suis en français. Et automatiquement, il m'affiche le paramètre qui m'intéresse. Une fois que j'ai ma taille, du coup, je vais venir réduire sa taille jusqu'à qu'il fasse à peu près la taille de mon O. Parce qu'entre guillemets, c'est la lettre qu'on veut remplacer. Donc là, je vais venir me placer dessus. Et pensez à peut-être qu'à côté de contour, vous avez l'épaisseur ici. Et maintenant, tout ce qui manque simplement, c'est de rajouter l'arrondi. Donc pour ça, même logique, on est d'accord que dans tracé rectangulaire, j'ai taille, position, arrondi. Donc là, pareil, je peux également faire commande F, arrondi. Comme ça, j'ai la ligne directement qui est sélectionnée. Et donc là, je vais venir mettre l'arrondi au maximum jusqu'à récupérer un rond. Et ensuite, c'est ce rond-là qu'on va venir animer du coup du bas de la composition, de l'extérieur, créer une courbe et venir se placer au niveau du haut. Donc là maintenant, l'étape suivante, c'est du coup d'animer le texte. Donc là, en l'occurrence, en termes de timing, on va venir réajuster après les calques voilà, au bon moment. Là, on s'assure que simplement tout soit plus ou moins aligné et le bon comportement. Donc là maintenant, moi, je vais animer mon rond. Donc on est d'accord. Donc vous allez tous bien penser à replacer le point d'ancrage du rond en son centre. Pour ça, je le rappelle, du coup, ça va être calque, géométrie, centrer le point d'ancrage dans le contenu du calque. Une fois que ça c'est fait, du coup, nous sommes d'accord que là, la position actuelle du rond, c'est sa position d'arrivée.
c'est son état final. Donc on va venir immédiatement enregistrer sa position. Donc là, j'appuie sur le raccourci, c'est P, pour afficher les options de position. Donc je sélectionne mon calque rond, j'appuie sur P pour afficher la position, et je clique sur l'image clé. Le raccourci, ça va être Option Shift P, et c'est le raccourci pour créer une image clé de manière automatique. Donc là, si je mets P, c'est la position. Si je mets Option Shift S, c'est l'échelle. Option Shift T, transparence, et ainsi de suite. Donc là, il m'a créé mon image clé. Ensuite, je vais repasser au début de mon animation. Donc là, je me mets à 0 secondes et replacer du coup le... Donc là, je vais ajuster. Et je vais placer le rond à l'extérieur de ma composition. Donc là, actuellement, c'est toujours important d'avoir une bonne logique avec ces images clés, d'en mettre le moins possible quand on anime un calque ou un élément. Donc là, en l'occurrence, j'ai 2 images clés, départ, arrivée. Et enfin, avec l'outil conversion de sommet, je vais venir pouvoir éditer justement le tracé que suit notre rond. Donc pour ça, on est d'accord que quand vous sélectionnez votre calque, vous voyez du coup son état de départ et état d'arrivée. Enfin, sa position de départ et position d'arrivée, pardon. Donc là, je vous invite à prendre l'outil conversion de sommet. Et donc là, comme n'importe quelle courbe Bézier, on peut prendre les points et les éditer. Donc là, je vais venir, en éditant mes points, créer du coup cette courbe qui rebondit. Tac, comme ça. Alors, comme ça. Tac. Donc là, simplement, voilà, donc j'ai sélectionné la position de mon calque, outil conversion de sommet, et je suis venu éditer la courbe de mon calque. Donc l'intérêt de passer par de telles méthodes, c'est que notre premier réflexe, c'était de mettre une image clé en bas, une en haut et une position finale. On a eu 3 images clés. Là, on n'en a que 2, donc même en termes de lissage, c'est beaucoup plus lisible. Et c'est toujours important justement de bien comprendre cette idée de qu'on peut éditer les courbes justement pour contrôler et limiter le nombre d'images clés qu'on utilise. Du coup, est-ce que tout le monde connaissait bien cette logique justement de pouvoir éditer avec l'outil plume, le tracé? Donc là, peut-être, moi en termes d'animation et de timing, c'est beaucoup trop long. Donc j'ai fait en sorte que l'animation dure à peu près 1 seconde. Donc ça, également, je vous invite à trouver le timing qui vous correspond en fonction des contraintes de votre projet et de votre animation. Donc là, je m'assure en mettant play que tout plus ou moins fonctionne. Donc après, je peux déjà, si je veux, commencer à timer l'apparition des 2 hauts. Donc là, je vois que le haut il apparaît ici, comme ça. Donc lui, on va venir là. Donc là, simplement, j'ai déplacé mon calque de texte pour venir aligner l'apparition de mes 2 éléments. Donc là, attendez, hop là, hop, BN, tac. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être de venir animer la taille du rond pour qu'il s'étire au début. Donc là, pour mieux se rendre compte de son comportement, on peut déjà lisser les images clés de position du rond pour se rendre compte à quel moment il va vite, à quel moment il ralentit. Donc je sélectionne mes 2 images clés de position sur mon calque rond. Je vais dans l'éditeur de graphique. Je leur applique un lissage de vitesse. Et on va venir lisser la fin déjà. Peut-être le début un peu plus speed. Donc là, vous voyez très rapidement déjà, on voit l'importance d'un bon lissage de vitesse. Parce que 2 lissages de vitesse vont tout le temps donner 2 atmosphères différentes. Donc là, on voit bien qu'au début, j'ai un lissage très doux parce que je veux que mon rond entre vite dans le champ.
et qu'après il ralentit avant de venir se poser sur le haut. Mais vous pouvez également très bien faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il rentre lentement, et il accélère pour venir se poser un peu comme une météorite avec son impact. Tout dépend aussi du style et du caractère que vous voulez donner. Parce que là, moi je trouve que c'est peut-être un peu lent à la fin. Un peu brutal là. Dans tous les cas, également, n'oubliez pas, hein, on peut toujours revenir dessus pour réajouter ces images clés. Donc comme je l'ai précisé, l'étape suivante, ensuite, ça va être de venir contenu rectangle, de venir animer la taille. Donc j'aurais très bien pu faire commande F taille pour arriver directement dans les onglets. Donc là, maintenant, après, c'est à vous de comprendre votre animation, de savoir à quel moment votre forme va s'étirer. Donc là, on est d'accord qu'au début, ici, elle prend de la vitesse vraiment ici, là, avant d'atteindre l'apex, et ici de ralentir un peu. Donc là, on est d'accord, ici, on a un rond. Il va commencer à s'étirer, retrouver sa taille d'origine quand il va arriver au sommet de sa position, parce qu'il ralentit. Et là, il va réaccélérer un peu avant de venir s'arrêter. Donc pour ça, on va mettre des images clés sur la taille. Donc on est d'accord que quand on augmente la taille avec le lien de propriété, bah forcément on a tout le rond qui grandit. Si j'enlève la petite chaîne, et que vous voyez que j'augmente la taille, donc là en l'occurrence sur Y, vous voyez qu'on a cet effet de smear, du coup cette forme qui va venir s'étirer au fur et à mesure qu'elle prend de la vitesse. Donc là, au début, on a un rond, du coup je verrouille la taille, j'avance un peu, j'augmente sur Y, comme cela. Et là, du coup, il récupère sa taille d'origine. Mais vous voyez que techniquement, ça marche pas très bien. Parce qu'on a oublié justement un paramètre. C'est-à-dire, on aimerait que du coup notre forme soit orientée sur le chemin. D'accord? Donc c'est-à-dire, je m'explique là, on est d'accord que notre forme, elle reste tout le temps dans le même axe, c'est-à-dire, elle regarde vers le haut, elle monte, elle descend. Mais on aimerait que quand elle arrive dans le virage, que plutôt de devoir configurer nous-mêmes des images clés de rotation, ce qui peut être vite contraignant, qu'on aura un tracé plus complexe, on a une option qui permet d'orienter automatiquement une forme sur son tracé. Donc pour ça, vous sélectionnez votre calque rond, vous allez dans Calque, Géométrie, Orientation automatique. Donc Calque, Géométrie, Orientation automatique. Et vous allez venir cocher Orienter sur le chemin. On valide. Et donc là, vous remettez Play. Et vous voyez que maintenant, ma forme, automatiquement, prend la direction. Donc là, c'est juste en l'occurrence mes images clés qui ne sont pas bonnes. Voilà, c'est pour vous provoquer l'erreur, entre guillemets. Donc forcément, là maintenant, au lieu de mettre des images clés sur X, on va les mettre sur Y. Parce que du coup, on ne veut pas qu'ils s'étirent sur les côtés, mais on veut qu'ils s'étirent en hauteur. Donc là, je peux me remettre au début de mes images clés. On va venir les supprimer, celles qu'on a mis sur la taille. Et cette fois-ci, du coup, on va venir animer le premier chiffre. Donc X. Vous voyez que tout de suite, on a quelque chose de beaucoup plus logique en termes d'animation. Du coup, cette forme qui s'étire. Donc là, peut-être, je peux faire en sorte qu'elle s'étire encore un peu plus. Hein. Donc, tac. Donc là, il monte. Ici, il arrive à son apex. Il retrouve sa taille d'origine, comme ça. J'ai raté une étape là. Ouais. J'ai pas la forme quand elle
elle est tirée qui suit le tracé de la courbe. Enfin, Elle reste fixe, ouais, tout dans le même axe et tout. ouais. Donc pour ça, tu sélectionnes ton calque. Ouais. Tu vas dans Calque, Géométrie, Orientation automatique. Et là, tu cliques sur Orienter sur le chemin. Ok. Voilà. Donc, tu risques de devoir rajouter tes images clés par contre. Parce que l'orientation qu'il a automatiquement avec tes images clés, des fois, ne sont pas forcément dans le même axe. Ok. Donc là, on a utilisé une méthode. Et il faut savoir que dans After Effects, il n'y a jamais qu'une seule logique. Donc on ne peut pas vous la montrer parce qu'elle est un peu chiante. Mais il faut savoir qu'on peut très bien simplement... Donc là, ça aurait très bien pu être un tracé en forme pleine sur lequel j'ai un deuxième tracé avec une épaisseur plus fine qui en cache du premier tracé pour avoir ce contour. Donc là, actuellement, on est d'accord qu'on a une animation qui est, voilà, qui commence à prendre vie, si je peux me permettre. Ouais. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de gérer cette logique de transition entre nos deux calques. Donc pour ça, on va avoir deux calques de texte. Donc là, juste mon calque de texte, je vais juste venir le caractère, le mettre en noir. Donc enfin, en noir, en rouge, tout dépend simplement si que vos deux calques aient une couleur similaire, tout simplement. Donc on est d'accord que là, si jamais, pour ceux qui ne savent pas, la petite touche ici, là, à côté du petit éclair en bas, c'est pour activer, désactiver le damier de transparence. Donc là, la première étape, ça va être de venir séparer notre calque en deux calques. Donc le calque Motion Design, c'est-à-dire qu'on aura une version avec un O et une version sans O. Et c'est justement, c'est à ce moment-là qu'on va venir faire le cut pour afficher. Donc ça va être la version sans O. Et au moment où on aura un cut pour afficher la version avec le O, tout simplement. Donc là, pour comment enlever ce... Donc là, on est d'accord. Donc là, l'objectif maintenant, c'est de faire en sorte que ce O disparaisse. Donc je ne vais pas aller dans mon calque de texte, effacer mon calque et mettre un espace. Parce qu'un espace et un caractère n'ont pas forcément la même largeur. Donc pour ça, je vais passer en mode isolation. Donc on est d'accord que juste avant mon œil, j'ai une petite colonne à cocher qui va venir isoler mon calque. Donc là, je vais voir que mon calque Motion Design. Je vais me placer à la fin de mon animation et je vais venir tracer un masque autour de ma lettre O. Vous voyez, j'ai juste un masque qui contient ma lettre O. Donc prenez en considération le rebond et sa position d'apparition, parce que forcément, il n'a pas une position statique. Comme il arrive d'en bas, c'est pour ça que mon calque est en temps en hauteur, parce que forcément, il y a toute la transition du fondu qui est juste en bas du calque. Donc là, j'ai juste la lettre O dans un masque. Et ce masque-là, ensuite, on va venir l'inverser pour récupérer le mot Motion Design. Et donc là, maintenant, si je reclique sur le petit rond qu'on a activé pour désactiver le mode isolation, on récupère notre rond et on peut s'assurer voilà, que déjà tout fonctionne, quoi. Ensuite, l'étape suivante, qui va prendre le plus de temps, c'est trouver le bon timing. Parce que là, maintenant, du coup, on est d'accord que n'importe quel typographe qui débarque, il dit « Mais attends, ton O, c'est pas le même, là ?» On n'est pas d'accord. Donc l'idée, c'est que dans le mouvement, c'est-à-dire à ce moment-là, à peu près, donc là, on peut voir qu'en termes de timing, déjà, moi, je suis pas bon. Je m'explique. C'est que mon O vient se poser, que le M n'est pas encore apparu. Donc là, mon calque de forme, je vais venir le décaler un peu dans le temps. Voilà, comme ça. Histoire que ça me paraisse M, O, voilà, comme ça. Vous voyez, ça fait beaucoup plus... Donc là, vous voyez, je me suis assuré de venir réaligner l'apparition de mes deux lettres, histoire d'avoir quelque chose de plus cohérent et de logique en termes de timing. Et donc, du coup, maintenant, ça va être d'appliquer une logique de match cut. Donc, c'est-à-dire que à cet endroit-là, à cette frame, je vais prendre tous mes calques, je vais faire Command-Shift-D, et on va garder uniquement le calque de texte sur lequel on va venir supprimer le masque pour récupérer le mot dans son entier. Et tu vois, là, à chaque fois, les transitions, c'est que des match cuts qui arrivent au début. Donc là, maintenant, on va voir. Donc là, moi, je suis plus ou moins satisfait en termes de timing. Donc on va venir appliquer un match cut. Donc là, moi, mon cut, je vais venir l'appliquer dans le mouvement. Donc c'est-à-dire à peu près ici. Donc, vous voyez, mon rond, il est encore un tout petit peu étiré. Je sélectionne mes deux calques. Dessus, je fais Command-Shift-D pour venir couper mes deux calques en deux. Et donc, du coup, sur le Motion Design 2 qui a été créé, on va venir supprimer le masque. Donc le raccourci, c'est M pour afficher les masques.
Et là, je le supprime. Et également, je vais venir supprimer mon rond 2 qui a été créé. Parce que lui, je veux qu'il disparaisse. Donc là, maintenant, ça va être juste réajuster les timings pour avoir une transition fluide du premier rond au deuxième rond. Donc là, vous voyez, simplement, j'ai appliqué un effet dégradé 4 couleurs sur lequel j'ai mis 4 couleurs, tout simplement. Donc pensez à styliser votre dégradé, c'est-à-dire que si vous allez dans la fenêtre d'effet, vous cliquez sur dégradé 4 couleurs, vous allez voir 4 points qui apparaissent. Ces 4 points sont les 4 points d'émission de vos 4 couleurs. Donc bien entendu, ces points, vous voyez dans la fenêtre d'effet, ont tous une position sur X et Y, et ils ont tous des images clés. Donc si vous le souhaitez, par la suite, on pourra également animer. Moi, simplement, vous voyez, j'ai simplement un peu repositionné pour avoir quelque chose de moins linéaire. Donc là, une fois que vous avez votre dégradé et que vous êtes satisfait, alors, vous avez les caches. Est-ce que tout le monde connaît les caches ou pas? Non, ok. Les caches, ça vous parle? Un peu. Ok. Vous avez des touristes. Donc là, on est d'accord que dans votre timeline, ici vous avez la colonne pour les parents et les liens. Là, vous avez une colonne pour application d'un cache. Si cette colonne n'apparaît pas, donc là, on est d'accord qu'en haut, là, vous avez le nom de votre tableau qui contient nom décalque, les effets, mode. Vous faites clic droit sur cette ligne-là qui est tout en haut sur nom décalque. Donc là, c'est dans le cas où vous allez dans colonne et là, vous avez mode. Je crois que c'est ça, ouais. Donc là, vous voyez de base, il se peut que des fois, vous voyez là, actuellement, j'ai uniquement les parents et les liens et je n'ai pas la colonne cache qui est visible. Donc pour ça, c'est sur la ligne non décalque, colonne, mode. Et là, vous voyez qu'on a application d'un cache qui est apparu. C'est vraiment sur la ligne, en fait, non des sources, non des calques. Il faut faire clic droit. Clic droit, mode, colonne, mode. Donc là, immédiatement, on récupère les modes de fusion que vous connaissez tous, qu'on a dans Photoshop et Illustrator. Et également, on récupère une colonne qui s'appelle application d'un cache. Donc là, vous voyez que les colonnes, on peut les agrandir. Hein. C'est juste que c'est réduit, du coup, on ne voit pas le mot en entier. Donc là, je l'agrandis, appliquer un cache. Donc, un cache. Qu'est-ce que c'est? Donc un cache, c'est-à-dire que si, admettons, alors, des logiques abstraites. Admettons du coup que ça c'est votre vidéo, d'accord? Et que du coup là vous avez un calque de forme qui est en rond, ok? Et vous voulez que votre vidéo apparaisse uniquement à l'intérieur du rond. Et justement, c'est ce qu'on va faire, on va utiliser un cache, c'est-à-dire que notre rond va venir cacher notre vidéo en background. Également, comme n'importe quel cache ou masque, on peut venir l'inverser. Ça peut être très bien, la vidéo peut uniquement apparaître au centre, ou elle peut également très bien apparaître à l'extérieur, parce que le cache est inversé. Et ce cache, justement, a plusieurs options, c'est-à-dire qu'il peut utiliser l'alpha. Donc là, admettons que j'ai mon calque, là j'ai un calque de forme, l'alpha, ça va être tout ce qui n'est pas rempli, d'accord? Donc là, c'est ce que de base, ce que le cache utilise pour venir masquer sa forme. Et également, vous avez la luminescence. Donc la luminescence, on est d'accord que quand vous avez un dégradé qui va du noir vers quelque chose de beaucoup plus blanc, tout simplement. Donc là, on a du noir, on a du blanc. Donc simplement, pour la luminescence, il va venir utiliser le noir sera opaque, le gris, donc là, gris ici, donc là, opaque, donc 0%, le gris, 50%, et le blanc, 100% de visibilité. Donc simplement, ce que va faire la luminescence, va venir utiliser les nuances de gris, les intensité de noir, pour venir appliquer une transparence sur votre calque. On va l'utiliser dans tous les cas. Donc là, en fait, l'idée, ce qu'on va faire, c'est on va venir appliquer notre calque de texte sur un cache sur notre dégradé. Donc pour ça, on va venir prendre
le petit pic whip ici, là, le petit escargot, et le lier à notre précomposition 1. Donc ça veut dire que le dégradé va apparaître uniquement à l'intérieur de mes lettres. Donc là, ça veut dire, vu que mon animation au début n'a aucune opacité et n'a rien de visible, on ne voit rien, mais si j'avance dans le temps, on voit bien que mon texte maintenant est bien rempli de la couleur de mon dégradé. Et donc du coup, l'intérêt d'un cache, c'est que ça remplace un masque. Parce que forcément, si j'avais utilisé un masque, bah, mon masque il aurait été figé sur ma précomposition. Et admettons que j'avais voulu remplacer ma précomposition, remplacer mes effets, j'aurais été contraint de devoir copier-coller mon masque. Là, simplement, si je remplace la précomposition, automatiquement, ils vont tous récupérer ce dégradé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusque-là? Donc là, par souci de lisibilité, j'ai juste cliqué sur le damier de transparence pour réafficher la couleur de fond de ma précomposition parce que mes couleurs sont très pâles. Et donc là, maintenant, on va venir appliquer, on a l'embarras du choix, on va venir appliquer l'effet du coup cette logique de reflet, tout simplement. Donc là, pour cette logique de reflet, comment j'ai fait déjà? Ah oui, j'ai créé du coup des calques de forme qui se déplacent, donc des rectangles, qui se déplacent de la gauche vers la droite. Et après, ce calque de forme, je les ai enfermés dans une précomposition, donc que j'ai appelé texture ou reflet, tout simplement. Et après, cette précomposition-là, j'ai appelé l'effet dispersion. Donc l'effet dispersion, c'est de venir récupérer l'alpha de mon texte motion design, d'accord? Et tout ce qui est rempli et opaque va venir déplacer les pixels. C'est très abstrait, on va voir ça de suite. Donc pour ça, on va venir dans un premier temps créer cette précomposition avec les barres blanches. Donc je prends voilà, mon outil calque de forme et je me fais simplement un petit calque comme cela que je vais venir remplir en blanc. Que je vais venir animer, donc là sur la position. Donc au début, il est à l'extérieur à gauche, et admettons à 2 secondes, il est à l'extérieur à droite. Donc là, j'ai juste animé un rond qui se déplace de la gauche vers la droite. Un rond, un rectangle, excusez-moi. Donc immédiatement, ce rectangle, on va venir l'enfermer dans une précomposition qu'on va venir appeler texture, par exemple. Donc clic droit, précomposition, texture. Seul problème, c'est que... Enfin, problème. Il est un peu seul. Donc là, je vais venir rentrer dans ma précomposition texture. Et donc là, 2 options s'offrent à vous. Première option, prendre ce calque de forme, le dupliquer autant que vous voulez de barres qui apparaissent. Deuxième option, utiliser les options de répétition. Je pense que c'est important de les connaître. Donc pour ça, vous allez ouvrir votre calque de forme. Vous allez ouvrir le contenu. Et là, on va venir ajouter. Donc là, on a encore une petite flèche, comme pour les calques de texte. Ajouter. Et on va venir cliquer sur répétition. Vous voyez qu'automatiquement, j'ai un nouvel onglet qui est apparu. Enfin, une nouvelle petite flèche. Et là, vous voyez que donc là, si j'affiche mon calque, on a le nombre de copies et le décalage. Donc le décalage, on ne va pas l'utiliser. Donc moi, je veux par exemple qu'il y ait 5 copies. Et après, juste en dessous, vous avez l'option de transformation pour définir du coup l'espacement entre ces différentes copies. Donc là, j'ouvre l'onglet transformation répétition 1. Et là, normalement, sur la position, vous voyez que si j'augmente la position, vous voyez qu'il est venu dupliquer ma forme. Tu peux juste répéter pour la Bien sûr. répétition 1.
Bien sûr, bien sûr. On va y arriver. Donc on est d'accord que de base, tu as un calque de forme qui est unique, Ouais. qui se déplace de la gauche vers la droite. Donc quand tu ouvres ton calque de forme, tu as la petite flèche ajoutée. Et là, tu as l'option répétition. Donc là, une fois que répétition est ouverte, tu as un nouvel onglet qui est apparu. On va venir l'ouvrir. Première option, ça va être le nombre de copies que tu veux créer par rapport à ta forme. Deuxième option, ça va être le décalage. Donc tu vois, automatiquement, il va décaler tous les calques en même temps. Donc ça, on va le laisser à 0. Et enfin, en dessous, tu as l'onglet transformer répétition. Et donc là, simplement, tu as tout ce qui est à la répétition, c'est-à-dire le point d'ancrage de la répétition, l'échelle des différents calques répétés, etc. Donc nous, on va simplement venir jouer avec la position pour définir l'espacement entre ces répétitions. Et donc là, forcément, je vais devoir venir réajuster mes images clés pour qu'au début, justement, mes 3 calques soient bien à l'extérieur. Ok. Donc là, ensuite, on est d'accord que maintenant, là, vous avez simplement une précomposition qui contient tout simplement juste 3 ronds qui se déplacent de la gauche vers la droite. Ok. Donc après, par-dessus, on va venir leur appliquer un effet qui s'appelle un effet dispersion. Donc là, je sélectionne mon calque texture, je recherche l'effet dispersion. Alors, avant de jouer avec l'effet dispersion, on va venir appliquer un autre effet qui va permettre du coup de faire en sorte que nos bandes blanches apparaissent uniquement sur notre texte. D'accord? Donc on a vu qu'on peut appliquer un cache ici, mais également il y a un effet qui permet du coup d'appliquer un cache. Donc là on va aller, donc, toujours en ayant notre calque, notre précomposition texture sélectionnée, on va venir créer l'effet appliquer un cache. Donc là vous voyez, je l'ai ici. Donc là, vous voyez que là, dans l'effet appliquer un cache, il me demande à partir de quel calque. Donc nous, on veut que ce soit la précomposition. Donc ma précomposition, donc là, je vais la renommer animation texte. Hein. Comme ça sera plus clos. Donc là, je lui dis dans appliquer un cache qu'il doit prendre comme cache ma précomposition animation texte. Et vous voyez que maintenant, les barres blanches sont contenues dans mon calque de texte. Ouais. Pourquoi on fait pas un lien comme pour le dégradé? Pour vous montrer que ça existe. Ok. Voilà. Tout simplement. Effectivement, j'aurais très bien pu faire un lien de cache pour le faire. En fait, ça du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont héritiers des anciennes versions After Effects. Et il faut savoir, c'est uniquement que depuis la version 2023 que là, vous avez un lien de parenté pour les caches. Sinon, avant, c'était comme pour Photoshop. C'était uniquement le calque qui était au-dessus qui pouvait impacter le calque qui était en dessous. Donc du coup, vous étiez obligé de prendre votre calque... Alors, donc là, maintenant, on va venir jouer avec l'effet dispersion. Pour être honnête, je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Parce que je... Alors, il est un peu capricieux, cet effet. Donc, dans un premier temps, pareil, même logique, vous devez lui définir un calque de référence. Donc, nous, notre calque de référence, ça va être notre animation texte. Ensuite, vous avez qu'est-ce qui va impacter l'effet dispersion. Donc, vous voyez que vous avez une couche horizontale et une couche verticale. Là, vous pouvez choisir, en fonction de votre calque de référence, qu'est-ce qui impacte. Donc, on est d'accord que mon calque de référence, techniquement, il n'a pas d'alpha, et on va venir prendre la luminescence, nous, par exemple. Il va surtout être impacté en fonction de votre typo, de votre alpha et des couleurs de votre dégradé. Moi, j'ai des couleurs très pâles, il ne se passe pas grand-chose. Ça sert à quoi une dispersion? Alors, l'effet dispersion, en fait, c'est qu'on lui donne un calque de référence. Et ce calque de référence va finir déplacer les pixels sur le calque sur lequel on a appliqué l'effet. C'est pour ça qu'on va utiliser un autre moyen qui va être plus clair pour mieux comprendre ce qu'il fait. Donc, pour ça, en fait, on va venir se créer un nouveau calque de référence. D'accord? Donc là, je vais venir me créer un nouveau solide qu'on va appeler noise. Ou bruit, ou vraiment comme vous voulez. Ou référence 2. Libre à vous de mettre son nom. Sur ce solide-là, on va lui mettre un effet de bruit fractal. Donc le bruit fractal, vous le connaissez tous, dans Photoshop aussi également. Voilà, il vous génère simplement un bruit. Donc ça, on va le revoir à plusieurs reprises. Là, on va le laisser tel quel. Donc là, vous voyez, je l'ai juste pris et je l'ai placé en arrière-plan pour venir réafficher mon texte.
D'accord? Ensuite, je reprends mon calque texture qui contient mes bandes blanches qui se déplacent de la gauche vers la droite. Et on va venir changer, du coup, dans dispersion, le calque de référence. À la place de animation texte, on va mettre noise. Donc là, vous voyez que de base, il ne se passe rien. Toujours normal. Parce qu'actuellement, nous avons un solide sur lequel on a appliqué un effet. Et notre calque qui le prend comme calque de référence est également au même niveau. Donc en fait, de base, After Effects ne prend pas l'effet si on ne lui dit pas de prendre l'effet. Donc dans dispersion, ici vous avez source, là il faut dire effet et masque, parce qu'on veut que notre animation soit également impactée par notre masque. Et vous voyez que maintenant mes barres blanches ne sont plus toutes droites. Elles sont impactées par mon noise qui en font. Donc là, pensez à bien mettre luminescence dans couche horizontale et couche verticale. Et vous voyez que si vous jouez avec les valeurs, donc là, de base, elles sont à 5 ou 5, elles sont à 5, je crois, les deux. Vous voyez, de base, quelque chose qui est très droit. Et quand j'augmente les valeurs horizontales maxi, vous voyez que ça vient venir faire apparaître du bruit et de la texture sur mon calque. Donc évidemment, le calque noise, on peut venir le dissimuler, parce que c'est uniquement un calque de référence. Donc là, je suis venu désactiver le petit œil pour le cacher. Les calques de référence n'ont pas besoin d'être visibles, ils peuvent être dissimulés. Donc là, vous voyez, en fonction des paramètres que vous mettrez, ça peut justement faire de la texture sur votre calque. Donc là, c'est plus vous allez passer du temps à définir l'épaisseur de vos barres, leur espacement, leur nombre, leur inclinaison, si elles sont droites, à 50 degrés, 45 degrés, et ainsi de suite. C'est ça qui va déjà définir comment cette forme organique se déplace. Et après, ça va être à vous de venir jouer avec les paramètres jusqu'à avoir un comportement qui vous satisfait. Donc moi, par exemple, je pense que je vais rester à 100 sur les deux. Donc là, vous voyez que forcément 100, vu que c'est une valeur qui est moins forte, c'est uniquement les bords qui sont un peu déformés, plutôt que toute la forme en fait. Donc également, ça va également dépendre de la taille de votre caractère. Forcément, si votre caractère est plus gros, s'il est plus épais, vous allez peut-être devoir mettre des valeurs un peu plus importantes. Donc là, moi je trouve que c'est encore un peu trop net. Du coup, j'ai passé à 300 et 300. Pour avoir quelque chose, vous voyez, qui est un peu plus organique en termes de forme, plutôt que d'avoir quelque chose de très continu. Après, donc moi, j'en ai pas utilisé, mais vous pouvez également très bien utiliser des modes de fusion si vous voulez que vos couleurs, vous voyez, soustraction, par exemple, pour jouer sur l'opacité. Donc forcément, vu que c'est un calque de forme qui est blanc, forcément la teinte, bah, ça enlève la saturation. Donc après, à vous de voir peut-être. Donc là, en l'occurrence, moi, j'en utilise pas, mais libre à vous d'en utiliser. Donc là, toujours sur mon calque texture, j'ai appliqué un effet de lueur diffuse. Et je suis venu jouer avec les paramètres. Donc là, le rayon, hop là. Donc là, moi, par exemple, là, j'ai juste appliqué un effet de lueur diffuse sur mon texte. Je trouve que mes bandes sont un peu trop épaisses. Donc pour ça, je peux toujours aller dans mon effet texture, diminuer la première forme, et vu que c'est un effet de répétition, bah, automatiquement, elles vont tous se réduire automatiquement. Voilà, donc là, je suis rentré dans ma texture pour diminuer l'épaisseur de mes traits blancs, parce que j'ai trouvé un peu trop épais. Et donc pareil, je pense que vous le savez déjà, mais les effets, on peut les appliquer autant de fois qu'on veut. Ils ne sont jamais uniques.
Donc là, j'ai appliqué un effet de lueur diffuse. Je peux également le sélectionner, faire commande D pour le dupliquer, pour accentuer ce glow. Donc généralement, on va avoir deux effets de lueur diffuse. Un premier qui va suivre la forme pour avoir une petite lueur et un deuxième qui va faire le outer glow. Donc ça, un glow beaucoup plus diffus justement. Donc là, je vous invite à venir modifier les paramètres du deuxième effet. Donc là, vous voyez, donc là, j'ai mon premier glow qui, lui, est très... Donc là, vous voyez, donc là, j'ai appliqué deux glows. Le premier, vous voyez qu'il est très proche de ma forme. Et le deuxième glow, vous voyez qu'il va venir s'occuper de faire d'estomper la lueur. Donc après, là, pour moi, tout ce qui me dérange, c'est principalement du timing, en fait. Mais ça, on pourra toujours le réajuster à la toute fin, une fois qu'on aura complété tout ça. Donc une fois qu'on a tout ça, on est d'accord que c'est notre calque d'animation global qui contient tout notre calque. Donc les effets, les lueurs, etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Hop là, je réajuste. Donc là, maintenant, on veut venir créer ce rebond avec le haut qui vient porter le poids du motion design. Donc pour ça, la première étape, ça va être de venir replacer son point d'ancrage. C'est pas obligatoire en soi. Mais moi, je trouve que ça fait bien parce que dans ma logique, entre guillemets, c'est le haut qui est le point de rotation qui va venir impacter le mot. Voilà. Le point d'ancrage, je voudrais plus le mettre à la fin de mon mot pour faire qu'il se balance en fait. Tout dépend de votre logique. Wow. Okay. Donc une fois que vous avez voilà, ce rebond qui vous satisfait, cette animation, on va créer un calque d'effet. Et sur ce calque d'effet-là, on va venir appliquer l'effet écho. Vous voyez que de base, on a bien un motion blur qui est activé. Et avec l'effet écho, on va venir accentuer tout ça. Donc là, calque d'effet, écho. Est-ce que vous connaissez l'effet écho pour la plupart? Non? Du tout. Ok, alors, parenthèse, ok. Donc là, pour la parenthèse, donc ne le refaites pas, hein, c'est juste pour expliquer que fait cet effet. Donc là, pour expliquer l'effet écho, d'accord, j'ai juste créé un calque de forme qui se déplace sur ma composition. L'effet écho, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir créer un écho de votre forme. Donc là, vous voyez que de là, j'ai voyé qu'il y a un deuxième rond qui suit mon rond. Parce que j'ai un écho du premier, comme écho au haut, enfin comme de manière vocale. Donc là, c'est pareil, on a une forme qui est écho de la première. Donc vous voyez que si j'augmente le nombre d'échos, bah forcément, j'ai autant de formes qui se répètent. Et donc l'intérêt, bah, ça permet de créer des animations, vous voyez, comme ça, par exemple, là, cette logique de serpent, par exemple, et tout. Mais l'intérêt aussi avec l'effet écho, c'est qu'on peut venir définir l'intervalle entre les différents échos. Mais également, donc là, venir jouer avec l'atténuation. Vous voyez, pour venir créer un peu cet effet de fade et de step. Et après, simplement, c'est à vous de jouer en définissant l'intervalle. Donc là, si je réduis l'intervalle entre mes ronds, comme moins 23 centièmes, vous voyez que là, ils sont beaucoup plus tassés. Et je peux venir... vous voyez. Et après, vous avez les modes de fusion. Vu que là, on voit, attends, si je change la couleur, voilà, on va voir. Ok, addition. Je change rien. Ok, super. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que l'effet écho va venir accentuer ce smear, accentuer du coup cette traînée que laisse notre animation. Donc pour ça, on a créé un calque d'effet sur lequel on a appliqué l'effet d'écho. Quand j'ai appliqué mon effet écho, j'ai tout mon mot qui est passé en blanc. D'accord? C'est parce que le mode d'écho, comme je l'ai précisé, joue avec les modes de fusion. Donc moi, je vais le mettre en minimum, parce que j'aime bien le rendu. Et après, donc là, le nombre d'échos, on va venir le passer peut-être à 3. On va diminuer l'intervalle. Donc de base, l'intervalle, il est à moins 0,033.
Donc là, à la place de moins 0,033, on va mettre 0,223. Même pas, 0,13, ouais. Donc là, vous voyez que de base, mon rond, il ressemble à ça. Et avec l'effet déco, ça agrandit sa forme. Et après, on va venir jouer avec l'atténuation. Donc là, moi, l'atténuation, je la mets à 0,5 pour que les formes qui suivent ma forme principale s'estompent, tout simplement. Donc là, vous voyez que de base, mon rond, il ressemble à ça. Et là, avec l'effet déco et l'atténuation. Donc là, pareil, les paramètres que je vous ai demandé de mettre dans l'intervalle dépendent uniquement de la vitesse de votre calque. Plume, d'accord? Tu vois, sur lequel j'ai uniquement un contour, ou même un calque de forme, ok? Donc du coup, on peut venir animer le tracé, peut-être pour qu'il vienne se tracer simplement, comme un serpent, comme une lettre, etc. Donc pour ça, c'est comme pour le calque de texte. Tu vois, quand tu ouvres ton calque de forme, tu as l'option Ajouter. Donc là, on va venir ajouter, réduire les tracés. Et là, tu vois, on retrouve, donc là, un nouvel onglet, réduire les tracés. Et comme pour le calque de texte, on trouve début, fin. Et donc là, pareil, bah, début, c'est pour effacer le tracé du début. Et la fin, c'est pour animer le tracé dans l'autre sens. Simplement. Donc là, moi, j'ai juste mis des images clés sur le début, de 0 à 100, pour qu'il se trace. Tu vois, tac, tac. Mais après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux venir également cumuler tes images clés. Donc là, je m'explique. Donc moi, je veux qu'au début, j'ai aucun tracé qui soit présent. Donc là, je vais venir animer la fin, toi que j'ai remis à 0. Première image clé. Deuxième image clé à 100%. Et après, sur le début, bah pareil, image clé à 0, image clé à 100%. Et tu vois, on a vraiment l'impression que notre forme, tu vois, se déplace le long du tracé, quoi. C'est-à-dire en même temps qu'elle se trace, elle s'efface par derrière. Donc tu vois, c'est la même logique que pour les calques de texte, sauf là sur un calque de forme. Là, j'ai animation 1, animation 2. Et dans animation 1, là, je fais ajouter. Et là, je mets le texte ici. Donc du coup, là, c'est la même logique que j'ai utilisée. C'est-à-dire que ici, j'ai un calque de forme qui fait ma vague, sur lequel j'ai appliqué réduire les tracés. Et après, il y a l'effet trait. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Pour appliquer le même effet, mais sur un calque de forme, par exemple, ou sur un calque de texte. Non? Est-ce que l'effet trait, ça vous parle ou pas? Pour la plupart. Ouais, toi, c'est bon. L'effet trait. Ouais, l'effet trait. Bah, pour animer justement un tracé, comme là, mon W. Vous voyez que moi, là, mon W, il se trace. Donc ça, c'est avec l'effet trait. Donc là, bah, pour le présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, très rapidement. Donc imaginons que j'ai une lettre, par exemple, on va reprendre le M. On va reprendre M, tac. Tac. Et imaginons que là, ça peut être un logo, ça peut être un calque de forme, ça peut être une image. Vraiment, cet effet-là, on peut l'appliquer partout. Là, je prends une lettre parce que c'est plus simple à comprendre. Donc je garde mon calque sélectionné. Dessus, je vais venir appliquer l'effet trait, donc double-clic. Et en fait, l'effet trait, pour qu'il fonctionne, il lui faut un masque de référence. Donc un masque, c'est juste pas un masque fermé, juste un tracé à la plume que notre effet va pouvoir suivre. Donc là, en l'occurrence, je prends ma plume, j'ai toujours mon calque sélectionné. Automatiquement, il va me créer un masque. Donc là, je fais juste un tracé qui suit mes lettres, comme ça, comme ça. Donc là, on va juste venir peut-être ajuster un peu. Voilà. Et après, donc tu vois, dans l'effet trait, il nous demande le chemin. Donc là, on a fait masque 1. Et après, on peut définir, par exemple, l'épaisseur. Donc là, j'augmente l'épaisseur. Ça augmente l'épaisseur de mon masque qui va cacher ma lettre. Donc là, l'idée, c'est de venir l'ajuster jusqu'à qu'il vienne recouvrir entièrement ma lettre M. Donc là, je peux augmenter son épaisseur, la dureté également. Et après, on retrouve, tu vois, comme pour les faire réduire les tracés, l'option de début et de fin, ici. Donc là, si je peux animer, tu vois, le début et la fin. Le seul problème, c'est que là, actuellement, il ne révèle pas la forme d'origine. Donc pour ça, tout en bas, style de peinture, afficher l'original. Et là, du coup, il va venir révéler. Du coup, il va utiliser le masque comme un cache à travers notre calque de forme. Donc là, après, je peux venir animer le début et la fin. Donc par exemple, hop là, et là, tac. Et du coup, là, on a notre trait
qui vient se tracer, tu vois. Donc après, c'est à moi, bien entendu, d'avoir un tracé plus précis, de jouer avec l'épaisseur, tu vois, pour avoir pas que ça vienne cannibaliser sur le côté et tout. Je pense là, vu que c'est une grosse linéale, j'aurais dû mettre 2 points en haut de mon M, un premier point, un deuxième point pour bien avoir l'épaisseur et tout, et ainsi de suite. Donc là, je peux très bien entendu, vu que c'est un calque de forme, prendre ma plume, rajouter un petit point, et là, comme ça, je peux venir réajuster ma forme. Là, pareil aussi, là. Voilà, et là, du coup, toi, on retrouve une animation un peu plus propre, quoi. Donc là, peut-être, toi, c'est pas assez épais ici. Je peux augmenter un peu l'épaisseur pour récupérer mes angles. Donc lui, voilà, il va être plutôt comme ça. Lui, il va être là. Et là, quelque chose d'un peu plus potable. Tu vois un peu l'idée? Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est sur un logo qui se révèle, qui se trace. Moi, sur mon chouret, il a toute forme, mon logo, il est animé comme ça, vu que c'est un tracé, un logo en tracé. Voilà, donc je pense que c'est intéressant à connaître. Donc, dans tous les cas, dès que je présente un effet, Faire un effet calligraphique, vaut mieux faire ça ou vaut mieux le faire à la. c'est mieux d'utiliser ça. Ouais. Voilà. Parce qu'au moment, tu peux utiliser une typo qui existe d'entrée de jeu, une typo calligraphique, que de devoir la refaire toi-même à la mano dans Illustrator, sur Photoshop, d'animer le tracé. Donc là, l'intérêt, c'est que là, on a utilisé un masque. Et par exemple, je peux très bien supprimer les points. Donc là, il s'arrête ici. Et je peux très bien faire un deuxième masque. Par exemple, tac, tac. Et donc là, je peux dire d'animer. Donc là, tu vois qu'à chaque fois, il détecte masque 1, masque 2. Donc là, si je veux, je peux dire d'animer uniquement le masque 2. Mais après, je peux très bien cliquer sur tous les masques. Et comme ça, il va animer masque 1. Et après, le masque 2 à la suite, en fait. Donc après, tout dépend du niveau de complexité que vous voulez faire dans votre animation. Mais c'est toujours mieux. Du coup, l'idée, tu auras un masque pour chaque lettre. Ouais. Et comme ça, après, si tes lettres sont espacées, si tous tes mots sont collés ou pas, tout dépend, quoi. Voilà. Donc ça, c'est... Ouais. Bon, ok. Ouais. Moi, j'arrive pas à faire le center, le rond allongé. Alors, j'ai fait, c'était bien ça, j'ai fait un rectangle. Exact. Et après, j'ai arrondi les sommets. Alors, non, justement, c'est pas ça. Ah. Vas-y, ça, tu peux le supprimer, du coup. Ok. Ici, de base, quand tu crées un rectangle, si tu ouvres l'option de rectangle, Ouais. tu as l'option de contour. Non, trace, excuse-moi. Et là, tu as l'option d'arrondi. Ah, ok, c'était là. Tu es déjà présent, toi. Comme contour arrondi. Parce que pour moi, tu as modifié l'échelle. Oui. C'est ça, voilà. Parce que tu n'as pas une échelle qui est uniforme. Parce qu'en tout, on a modifié la taille. Ah oui. Puis forcément, l'échelle modifie l'échelle globale du calque. Et nous, c'est la taille du calque de forme. Donc là, enlève le petit propriété. Parce que toi, tu modifies Ah oui, uniquement d'accord. la taille sur X ou sur Y. Ok. Là, tu vois, on retrouve cette forme. Merci. Il y a un truc que je n'arrive pas à refaire, c'est l'opacité sur le premier mot.